Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et très bon réveil à vous tous. Très heureuse de vous accompagner pour cette journée donc, du 6 juillet. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec les rubriques habituelles du dimanche matin. Aujourd'hui, c'est un jour férié, c'est Ashura. Donc on en parlera et surtout avec Samira Hadjahmar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle reviendra sur la Sbeiba dans le sud du pays. On parlera aussi des traditions. Nous aurons aussi Ania Srir dans sa rubrique Nutrition et santé. Elle nous parlera bien sûr de la nutrition avec toutes ses formes en général. Nous aurons également Yazid Aït Mahdine qui viendra sur notre plateau, nous parler aussi de l'actualité. Et puis on aura Hassan Arab dans notre émission. L'actualité qui a fait aussi vibrer tout le monde, c'est le football, le match d'hier, le derby CRB et USMA qui se sont affrontés hier pour la Super Coupe et surtout pour la finale, bien entendu. On aura le plaisir d'avoir Hakim Keshroud sur notre plateau pour revenir sur cette actualité et pas que, bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres actualités sportive. Il en parlera en détail avec sur ce plateau, bien sûr. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, prête à vous servir jusqu'à 9h30. On va commencer par les nouvelles du ciel avec Amel Haribi qui est déjà prête à nous donner toutes ces nouvelles. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Mon bonjour est arrivé en retard. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien, Vous merci. êtes en forme? Ouais, ça va, ça peut aller. Ouais. Malgré l'humidité, mais ça va. Ça va, c'est vrai qu'il fait encore chaud à cause de cette humidité qui est assez lourde en été, surtout dans les régions côtières. Exactement, on le ressent plus. Vous avez suivi l'actualité hier? Pas du tout. C'était une journée quand même chargée. J'ai pas suivi le match. 3e anniversaire donc, de l'indépendance. L'Algérie était aux couleurs, bien sûr, de l'emblème national. Tous les enfants ont participé avec bien sûr des festivités un petit peu partout sur tout le territoire national. Ça fait plaisir, toutes ces images. Moi j'ai vu le feu d'artifice par contre. Oui, et vous l'avez vu de chez vous en plus. De chez moi, oui. Ouais, depuis la terrasse. C'était beau. Ah, c'était très beau, oui. Parfait. Et puis le match, vous l'avez suivi ou pas? Pas du tout, non. Elle n'est pas football, elle. Pas du tout, non. Mais bon, c'était un beau match. Tout à l'heure, on y reviendra avec Hakim Keshroud. Vous allez nous donner les nouvelles du ciel, la température d'aujourd'hui, comment on va devoir sortir aujourd'hui habillé en court ou en long? Ah bah, en court, ça c'est clair. À l'excepté de moi. Parce qu'il y a la clim aussi, il ne faut pas... Voilà. Ici, il y a la clim aussi. On vous écoute, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera toujours brumeux avec des nuages bas en matinée près des côtes. Puis le ciel restera bien sûr généralement dégagé tout au long de la journée, avec toutefois des orages près des côtes ouest qui vont retentir en cours de journée. Vers l'intérieur et les hauts plateaux, toujours aussi des orages qui peuvent donner quelques pluies, parfois sous forme d'averses orageuses sur le plateau ouest, la moitié sud des cellules orageuses sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Tassili, le Sahara oriental, qui seront accompagnés de quelques pluies parfois orageuses et même sous forme d'averses par endroits vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili, aussi parfois aussi accompagnés de chutes de grêle vers ces régions. Partout ailleurs, rien à signaler, le soleil sera bel et bien présent. Et à noter des sements de sable sur le sud-ouest tout au long des frontières algéro-maliennes, le Sahara central, le Nord-Sahara et les Oasis. Les températures resteront stationnaires par rapport à hier, toujours caniculaires au nord comme au sud. On va commencer par le nord, 41 degrés le maximum Relizane, le fait Mascara, 40 degrés à Tizi Ouzou, 38 Constantine, 39 à Guelma, 37 à Batna et Djelfa, 35 degrés à Alger, Al-Bayod, 34 degrés à Tlemcen, 36 à Annaba, 32 du côté d'Oran, au sud 38 à 39 degrés de Tamanrasset vers Janet, 40 Gardaya, 42 Béchar, Ilizi, 43 à Biskra, 46 degrés le maximum Tindouf, Adrar, Timimoun, en passant par les 45 degrés, Insalah et Ingzam. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt calme sur les côtes est, peu agitée sur les côtes ouest et centre avec des vents faibles sur les côtes est et ouest et des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et les vents seront de secteur est à nord-est. Un petit tour du côté de l'Amérique du Nord, on aura un ciel peu nuageux
vers Vancouver et Washington, partiellement voilé à New York, également Dallas, mais un beau soleil régnera en Californie, quelques pluies prévues, parfois orageuses du côté de Mexico, Miami et Montréal. Le thermomètre indiquera 22 degrés à Vancouver, 28 en Californie, 31 à Washington et Miami, 32 à Montréal et Dallas, en passant par les 23 degrés à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel grâce à Amel. Merci beaucoup, Amel. Merci. Et puis dans un moment, on retrouvera aussi Flabnour, puisque dans le sommaire, je l'ai oublié, on aura le plaisir d'avoir un grand chercheur, ça sera son invité, un grand chercheur donc, dans le domaine des sciences. Bien sûr, il viendra nous parler de son parcours, et un parcours très très intéressant. Ah, oui. On aura le plaisir donc de les recevoir tous les deux. Voilà. Amel, à tout à l'heure. Midi et 19h. Et plutôt 19h, oui. Ouais, c'est ça. Et demain, avec grand plaisir. Excellente journée. Le midi, ça sera Safia. Safia, tout à fait. En attendant de la retrouver bientôt dans Bonjour d'Algérie, Inch'Allah. Voilà. On continue, bien sûr, on vient tout juste de commencer. Je vous invite à apprécier cette belle chanson, Anna Jazairi, le groupe Day. On se retrouve juste après. Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري يا أرض الأحرار، أرض الأحرار. نبدا جيتك جوال نحكي على الحال، تبدل الأحوال. جيتك نحكي على السلم في كل قطار، واش اللي صار في الدارفور وكابول، غزة وبغداد، سلام نقول يا سلام عليكم. سلام عليكم ناس الحدار، يا سلام عليكم. سلام عليكم ناس الحدار، يا سلام عليكم. سلام 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 Me gusta cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري يا أرض الأحرار، في بلاد الأحرار والشمس تبان، ما نصدوا البيبان، وشي اللي كان محكي في القدار، يا ما نساوي الرجال. حرية بالنار وحياة الكفاح، يا والسلم في البصار. أنا جزائري يا أرض الأحرار، يا سلام عليكم ناس الحدار، يا سلام عليكم.
Voilà, une très belle chanson qui vous met du baume au cœur, j'espère, à vous tous ceux qui nous regardaient ce matin. Encore une fois, salam alaikum, et on est très heureux de vous accompagner jusqu'à 9h30. Et on va commencer tout de suite avec la première rubrique du dimanche matin, la rubrique santé et bien-être avec Ania Srir. Bonjour Ania. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, ça va. C'est la forme? Ça va. Ouais, ça va. On va parler bien sûr cette fois-ci, une thématique qui vous sied parfaitement, que vous aimez parfaitement parce que c'est votre spécialité. Donc, c'est les 3 axes de la nutrithérapie, c'est ça? Exactement. La santé globale, c'est ce que vous me disiez. Voilà, c'est la santé globale. Comme vous le dites très bien, c'est, on va dire, mon thème de prédilection. J'aime beaucoup ce domaine-là. C'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que je dis, il vous sied très bien. Allez, c'est juste après cela. Donc, alors, la santé globale, on appelle ça aussi la santé holistique. C'est un terme un petit peu plus à la mode, on va dire. Et assez nouveau. Qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, en regardant le jingle, je me suis rappelée d'une petite anecdote. Quand j'ai commencé à animer la rubrique santé bien-être, on m'avait gentiment proposé de choisir un titre à ma rubrique et j'ai choisi santé et bien-être. Et c'était justement une façon de ne pas parler que de nutrition ou que de médecine ou que de bien-être, c'était la santé globale. Pourquoi la santé globale, c'est important? Car l'individu n'est pas qu'un puzzle, c'est-à-dire même les spécialistes entre eux, lorsqu'il y a des organes qui sont malades, il y a toujours des liens avec d'autres systèmes, avec d'autres organes et pas seulement. C'est-à-dire que le corps est lié scientifiquement et concrètement à nos émotions, à notre nutrition, à notre rythme, à notre façon de vivre, à notre environnement. Il y a une relation, c'est clair que rien n'est dissocié de l'autre. Chaque organe, bien sûr, a sa spécificité, a ses fonctions et qui sont en relation avec tout l'organisme. Tout est en communication et ça ne sert pas vraiment de traiter juste le corps si l'individu, pour le bien-être, je dis bien pour l'objectif du bien-être ou du mieux-être qui est plus accessible et plus concret, ça ne sert pas de traiter une pathologie qui est physique ou un problème qui est physique alors que la personne souffre psychologiquement. Ça ne sert à rien d'accompagner sur un plan nutritionnel un patient. Si il ne va pas bien psychologiquement, il va se remettre à cette alimentation compulsive ou cette alimentation émotive, on va dire, et ça va remettre son régime ou son alimentation en péril, car ça ne sert à rien de l'accompagner psychologique, plutôt sur un plan, par exemple, vous lui donnez un régime alors que lui ne va pas bien psychologiquement. C'est vraiment un tout et c'est ce qu'on appelle la santé holistique. La santé holistique, c'est aussi même un bien-être qui est spirituel, c'est-à-dire être en équilibre. C'est un équilibre entre tout ça. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que la nutrithérapie, non pas la nutrition, la nutrithérapie a 3 grands axes. Nous allons en parler aujourd'hui. Très bien. 3 grands axes. Le premier, évidemment, tout le monde le connaît, c'est la nutrition. C'est ce qu'on apporte à notre corps, à nos cellules, avec quoi on nourrit les apports. Il y a aussi l'élimination qui est le deuxième axe, l'élimination de tous les déchets, de toutes les toxines. Ça ne sert à rien aussi d'apporter si on n'élimine pas correctement. On ne remplit pas un vase qui est mal vidé, voilà, qui est mal nettoyé. Et évidemment, les émotions. C'est les 3 axes de la nutrithérapie qui coïncident très bien avec ce qu'on appelle l'approche holistique ou l'approche globale de l'individu, de la santé de l'individu de façon personnalisée et générale. Voilà, alors l'assiette, comme on l'a vu, doit être garnie, mais de façon équilibrée. L'absorption se fait également pour qu'il y ait une bonne absorption et qu'on ingère donc un bon aliment, c'est cela? Exactement. Donc là, c'est la partie nutrition. Comment bien nourrir le corps. Nourrir, c'est guérir. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas que arrêter un symptôme, stopper un signal d'alarme, c'est aussi traiter les causes. Et souvent, les cellules, pour qu'elles fonctionnent correctement, pas souvent, pour qu'elles fonctionnent correctement, il faudrait un bon apport en macronutriments et en micronutriments, en vitamines, en minéraux
Et justement, la nutrithérapie va essayer d'apporter ces nutriments en fonction des besoins, des pathologies de la personne, de ses carences, de son âge, de son rythme de vie. Apporter ces nutriments-là pour apporter une santé, pour apporter le fonctionnement de cette cellule. On se nourrit pour se guérir, pour se construire, pour construire les cellules. C'est de la biochimie, ce n'est pas juste se nourrir, tout est biochimique, chimique dans notre corps. Et apporter ces nutriments-là, c'est construire les cellules de façon correcte. La cellule est vitale, bien sûr. Et c'est ce qu'on apporte à ces cellules-là qui fait la santé de ce corps. C'est-à-dire que si on apporte des colorants, des conservateurs en excès, il y a toujours des petites permissions. Exactement. Il y a plus de pathologies qui vont se développer. C'est vrai. Si on apporte des aliments sains, des nutriments à notre corps, des aliments nutritifs, et non pas des aliments qui sont vides sur un plan nutritionnel, qui sont juste là pour nous rassasier ou nous donner cette sensation. C'est un genre de coupe-faim aussi, quelquefois, c'est pour tromper sa faim. Exactement. Et le grignotage en fait partie, hein, bien sûr. Alors, on dit souvent se nourrir pour vivre, et non pas l'inverse. On ne vit pas pour manger. Voilà. Même si c'est un plaisir, et le plaisir c'est important, mais l'important c'est d'apporter aussi des aliments sains pour construire de façon saine notre corps. Et quand on passe à l'élimination, notre corps, nous avons, on va dire, 5 grands émonctoires. Voilà. C'est bien sûr le tube digestif. Lorsque nous sommes constipés, lorsqu'une personne elle est constipée, elle a du mal à éliminer, elle aura du mal à bien s'alimenter, à être en santé. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de constipation, soit chronique, soit parce qu'ils manquent de fibres, soit parce qu'ils manquent d'hydratation, soit parce qu'ils sont stressés aussi. Et ça va ralentir l'élimination. C'est pas très bon pour le microbiote intestinal, et on le sait, ce qui n'est pas bon pour le microbiote intestinal n'est pas bon pour la santé mentale et le physique, cerveau et physique, voilà, globale de la personne. Donc bien éliminer, ne pas souffrir de constipation ou traiter sa constipation, les causes de cette constipation, c'est très important pour l'axe digestif. Un autre émonctoire, c'est les reins. Les reins, donc c'est l'élimination des urines, de tout ce qui est liquide. C'est pareil, si on est déshydraté, si on n'apporte pas assez d'eau, si on ne boit pas assez de liquide, pas seulement d'eau, des infusions, on peut varier. Ça, tout est de façon transformée en eau. Les fruits, tout ce qui est juteux. Voilà. On va apporter cette hydratation. Tout ce qui est succuleux. Voilà, on va apporter cette bonne hydratation pour améliorer l'élimination rénale, car si on n'élimine pas correctement, pareil, il va y avoir des toxines, une surcharge. On va passer au troisième émonctoire, c'est le foie. On va dans la nutrithérapie et dans l'axe élimination, on va s'occuper du foie. Le foie, c'est le principal, on va dire, détoxificateur du corps. Quand on parle par exemple de cure détox, les cures détox, il y a des gens qui sont pros, d'autres, c'est assez controversé, mais en réalité il n'y a pas lieu pour une controverse. Les cures détox ont un réel bienfait, mais c'est le terme qui est utilisé qui est faux, de dire que cet aliment est un aliment détox. Ce complément alimentaire est un aliment détox. Alors on dit que le jus de persil c'est un aliment détox, est-ce que c'est vrai? Eh bien, dites-vous que oui, mais il faut, si on veut, on va dire, faire taire les controverses, dire que c'est des aliments qui vont aider le foie à faire la détox. C'est-à-dire que le corps se détoxifie par lui-même, il s'auto-nettoie, il s'auto-guérit. Mais pour qu'il fonctionne correctement, on doit lui apporter des nutriments et des aliments qui vont l'aider dans cette fonction-là. Et donc ces aliments sont des aliments détox, même si c'est le corps qui se détoxifie. Tout à fait. Le jeûne est un parfait moteur pour le détox. Hein, le jeûne est l'un des meilleurs outils pour la détox. Donc on va s'occuper de son foie en apportant des aliments qui sont bons pour le foie, des infusions qui sont bonnes, des légumes. On va apporter ce qui est bon pour aider à détoxifier notre foie. Tout à fait.
et bien sûr, on va passer à la peau et aux poumons. Donc déjà, la peau, au travers de l'exercice physique, les deux, je vais les mettre ensemble parce que ça se ressemble beaucoup, les deux. L'oxygénation. Voilà. C'est l'oxygénation, c'est la transpiration. Donc au travers de l'activité physique, si on fait un footing, si on fait du cardio, on va transpirer, donc on va éliminer au travers de la peau beaucoup de toxines, on va éliminer aussi du gras. Beaucoup de toxines sont stockées dans la mauvaise graisse autour du ventre. Donc c'est une façon d'éliminer la respiration à travers des poumons, la bonne respiration, le fait de bien respirer. Vous savez, il y a des gens pas les gens, on ne sait pas respirer. Tous, comme on est majoritairement, on ne sait pas respirer. C'est vrai. On oublie de respirer. C'est un exercice, hein? Voilà, de respirer à fond, on va dire. Mais pour ça, il faudrait aussi respirer de l'air de qualité, se reconnecter à la nature. C'est pour ça qu'on dit, quand vous faites du sport, évitez de faire du sport en salle, allez plutôt en plein air, et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Car on va éliminer aussi au travers des poumons. Et donc, ces 5 émonctoires, c'est la façon d'éliminer pour mieux recharger son corps avec des nutriments plus sains, même si on se permet parfois Je suis contre cette alimentation extrêmement restrictive, très stricte. Le fait de, par exemple, on va dire un petit mot, c'est Ashura. Beaucoup de personnes font le repas de Ashura. C'était la veille, le soir. Bien sûr qu'il faut faire attention aux excès. C'est pas parce que c'est une fête qu'on va se permettre de trop manger, de manger trop gras, de manger des fritures ou trop sucré, surtout, on va dire ça plutôt chez nous, on va manger plutôt trop sucré en soirée. On va essayer bien sûr d'éviter ces erreurs qui font que le lendemain on se sente pas bien, que ça gâche la fête, mais sans se restreindre complètement, sans passer à côté de ce beau plat traditionnel, de cette rechta. En général, c'est des plats à base de pâtes. Et donc, tout ce qui est à base de pâtes, c'est aussi quelquefois mal toléré par certains côlons qui sont des côlons fainéants, irritables, etc. Donc là, encore une fois, c'est des conseils qu'on pourrait donner à certaines personnes. Oui, bien sûr, de tout simplement essayer de faire en sorte que ce repas traditionnel reste sain. C'est-à-dire de le mettre toujours dans un cadre d'assiette santé. Les pâtes, on peut toujours utiliser du couscous au blé complet. Par exemple. Voilà, une rechta plus au blé qu'à la farine. On va essayer de mettre plus de légumes que de pâtes. C'est la moitié de l'assiette légumes, le quart seulement des pâtes et le quart de la viande. Apporter des salades avant ce repas. Réduire aussi les quantités. Réduire les quantités, évidemment, pour laisser de place à ce petit aliment peut-être sucré juste après le repas. Juste après, c'est permis, vous savez, parce que ça va augmenter, on va dire que ça va avoir un index glycémique moindre. Plutôt, ça va faire engendrer une réponse insulinique moins rapide. Ça ne va pas donner ce pic d'insuline rapide, car on a déjà commencé à manger quelque chose de moins sucré et on est allé progressivement. Donc tout ça, même si les fêtes, c'est l'occasion un petit peu de se faire plaisir, mais tout en essayant de faire en sorte que ce soit plus léger, moins gras surtout. C'est ça, et rester raisonnable. Exactement. Et faire une petite marche, pourquoi pas après. Voilà, c'est l'idéal. Vous voyez, c'est des petites habitudes. Si on les intègre, si on fait l'effort de les mettre en place, ça va transformer ces traditions qui sont déjà belles traditions, belles traditions, exactement, en moments plus agréables, mais aussi plus sains. Et on va dire en repas plus facile à digérer. Très bien, très bien. Troisième et dernière partie de cet axe de la santé holistique globale et de la nutrithérapie, c'est les émotions. Quand on parle d'émotions, ce n'est pas que philosophique, même si j'aime beaucoup la philosophie. C'est scientifique, c'est réel, c'est des hormones du stress qui sont dans notre corps. C'est le cortisol, c'est les endorphines, c'est des hormones, ça va engendrer un état inflammatoire. Plus on est stressé, on ne parle pas du bon stress qui fait qu'on ressent que dans notre vie, il y a quelque chose qui va mal et qu'on doit changer ça. On parle du stress chronique qui est là souvent. On parle de l'anxiété. C'est ça qui n'est pas bon. C'est un état d'esprit de toute façon. Exactement, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Et quand on veut aller plus dans le wellness, dans le bien-être, on doit se prendre en charge. On doit mettre des outils pour se prendre en charge. Pour changer son mode de vie. Voilà, que ce soit une meilleure organisation,
que ce soit intégrer le minimalisme, le bon minimalisme à sa vie, à sa nutrition, à ses projets, à ses possessions, pourquoi pas, pour se sentir plus léger, pour se concentrer sur les priorités. Et c'est un effet qui est cumulé, c'est-à-dire que plus on met des choses en place, mieux ça va et moins on a ces hormones du stress dans notre corps qui engendrent un véritable déséquilibre hormonal, qui engendre un état inflammatoire, pro-inflammatoire, et on sait que tout ce qui est inflammatoire donne des maladies cancéreuses, donne de l'obésité, donne des maladies, est un terrain fertile pour des maladies chroniques, et donc le stress chronique, encore une fois, ce n'est pas rien. Je dis souvent qu'il y a beaucoup de gens qui mangent pas n'importe quoi, mais qui mangent un petit peu, on va dire, de manière brouillon, qui sont gourmands plutôt, qui sont gourmands et qui arrivent à vivre assez longtemps et assez bien en bonne santé. Pourquoi? C'est des bons vivants. Les crises de foie, hein. C'est des bons vivants. Ouais. Plutôt, oui. Non, on va dire que oui, bien sûr, l'alimentation, c'est le sujet le plus important. C'est clair qu'il faut bien s'alimenter, mais ça ne va pas sans un bien-être. Ça ne va pas sans une vie sans trop de toxicité autour. C'est en relation humaine saine. Tout à fait. Ça ne va pas sans ça. Si on veut aller mieux, ça ne suffit pas de bien manger. Il faut aussi prendre soin de sa santé. Et sa santé mentale. Sa santé mentale, c'est très important pour être un meilleur parent, pour être un meilleur, on va dire, individu pour les gens qu'on aime, dans la société, pour apporter le meilleur. Et c'est donc très important de... Tout à fait. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Ania. C'est ça la santé holistique. C'est ça la santé holistique, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, elle nous a donné des conseils pour mieux être dans la vie au quotidien, respecter bien sûr un régime alimentaire assez tranquille, on va dire, et sans trop d'excès. Ne soyez pas trop gourmand, essayez d'être bien sûr dans les normes et bien sûr être bien positivé, c'est ça? C'est votre mot d'ordre aujourd'hui? Positiver, être bien dans sa tête, bien dans son corps, pour être bien entendu, dans la vie. Merci beaucoup, Ania. Merci, Amel. C'est toujours un plaisir. Donc, c'est normalement notre dernier rendez-vous dans Bonjour d'Algérie. On se retrouvera dans Brise d'été, Inch'Allah, avec bien sûr d'autres chroniqueurs et pour pouvoir accompagner les téléspectateurs durant cet été. Voilà. À très bientôt alors. Merci beaucoup. On continue. Je vous invite tout de suite à apprécier ce chant religieux interprété par Semir Toumi. On se retrouve juste après.
De le retrouver, on parle d'un thème aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez décidé. Bonjour Yazid. Bonjour, Comment ça va? Béni soit ta journée de Ashura. Merci, Yatek Saha Yazid. À toi aussi. On va parler justement de la fête de Ashura. On va parler donc de cette tradition qui est donc célébrée partout dans les pays musulmans. Et Samira, tout à l'heure aussi, nous parlera de la Sbeiba dans le sud. Aujourd'hui, vous avez voulu nous en parler. Oui, en fait, je voulais revenir sur la fête de Ashura, donc rappelant que c'est une fête qui a existé bien avant l'islam, puisque les Juifs célébraient la Ashura, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Médine, il a trouvé la communauté juive le célébrer, et alors il voulait être dans la continuité de cet islam qui a existé, l'islam hanafite, donc il voulait donc qu'il y ait cette transmission, qu'il y ait ce prolongement aussi dans l'islam, puisque c'est une religion du livre, c'est Al-Kitab. Donc simplement, il ne voulait pas que ce soit pareil, pour se distinguer, pour que chacun ait ses propres repères, ses propres indicateurs. Donc il a choisi qu'il y ait le 9e jour et le 10e jour. Ou le 10e et le 11e. Voilà, donc le 9e et le 10e jour, c'est pour ça qu'on dit l'Ashur. Oui. Donc Ashura. Et en fait, à l'époque, les Juifs de Médine jeûnaient donc le 9e jour, et donc l'islam a transcrit cette tradition également de jeûne, puisque l'Ashura, c'était aussi un jour de jeûne. Tout à fait. C'est une journée quand même triste pour les musulmans. C'est une journée de purification, puisque c'est le jeûne, donc il y a un moment de dépouillement, de purification, et c'est une journée également de purification par la zakat, puisqu'également il y a l'aumône, il y a donc les musulmans qui ont mobilisé leur argent épargné pendant une année, donc ils doivent prendre le 1/10. C'est pour ça qu'on dit aussi l'Ashur. La Ashur, ça fait partie aussi de... Oui, le terme existe, l'Ashur. L'Ashur, voilà. Donc on le dit partout, l'Ashur, que ce soit en termes d'argent, de monnaie ou de denrées alimentaires, d'or aussi, parce que... et puis, je pense, pour ne pas me tromper, le Nessab cette année, le Nessab de la Zakat, il est de, pour ne pas me tromper, pour ne pas dire... Donner des chiffres exacts. Oui, c'est 1 105 000 dinars. Donc, le Nessab de la Zakat a été fixé à 1 105 000 dinars, a annoncé le ministère des Affaires religieuses et du Waqf. Donc, donc c'est une manière de tisser des solidarités sociales, et puis de permettre de ne pas laisser l'argent thésauriser. Donc c'est une manière de laisser en fait le capital soit en circulation et non pas rester. C'est pour ça qu'il y a une manière aussi de faire travailler, de le faire investir. Et puis aujourd'hui... Faire fructifier aussi. Absolument fructifier. Donc ça, c'est l'aspect en fait religieux sur le plan donc du jeûne et sur le plan de la zakat. Donc c'est les éléments essentiels qui font Ashura aujourd'hui sur le plan purement religieux. Mais sur le plan traditionnel, festif, etc., on retrouve aujourd'hui beaucoup de traditions sur le plan culinaire. Par exemple, il y a beaucoup de plats traditionnels à Constantine, la trida, à Alger, c'est le chta, en Kabylie, c'est le couscous, et à Gardaïa, il y a aussi un plat traditionnel, pour ne pas également me tromper, Ivaoun, c'est-à-dire le foul, et Uchu Tini. Donc c'est un couscous à base de sauce de date. Donc la région de Gardaïa célèbre également, et puis Constantine font également ce qu'on appelle Trida, qui est aussi un plat traditionnel. Et on retrouve par exemple en Kabylie, il y a aussi un hommage particulier, il y a des processions, il y a tout un
C'est tout un rituel en l'honneur des... Ça, c'est la trida. Ça, c'est la trida. C'est les petits carrés coupés en sauce blanche. Ben, et c'est délicieux. C'était quoi votre plat d'hier soir? Hier soir? Oui. Hier soir, je pense... hier soir. Couscous. C'était couscous. Ou bien il y en a qui le fêtent aujourd'hui. Oui, on le célèbre aujourd'hui en fait. Hier c'était très léger, mais aujourd'hui c'est quand même on va réhabiliter. D'ailleurs nous on a ce qu'on appelle ahdour, c'était des pâtes aussi. On a même une chanson Aïma Shor Shorf qui jouait Ahdour, Sadak Chiche, Ismis Belqasim, même Mitsalif Lahyoud, on me dit je la voulante. C'était un chant. À base de pâtes? Oui, à base de pâtes, et c'était un chant des enfants qui demandent à leur maman heureux pour avoir plus de pâtes, pour avoir plus d'abondance, plus de khair, etc. Donc c'est tout un... C'est traditionnel. C'est traditionnel. Qui se perpétue. Oui, et puis par exemple dans la région de Beni Douala, il y a chaque Ashura une célébration en l'honneur d'un saint patron Ben Meshish, qui est un saint patron qui est très connu dans le Maghreb. Et puis, il y a aussi, dans la Zaouia de Chofan Behloul, il y a aussi une célébration de Ashura. Et partout, il y a aussi, d'ailleurs, il y a même un aspect carnavalesque dans certaines régions. C'est ce qu'on appelle Shaïb Ashura. Shaïb Ashura, c'est un personnage mythique qui est célébré aussi dans les régions des Aurès, dans les régions du sud algérien, Ichou, aussi dans la région de Adarar. Et puis, il y a également un genre de... Ça, là, c'est Gardaya. C'est Gardaya. Et on reconnaît le tapis, le tissage, donc oui, traditionnel. Je rappelle, ils ont un plat traditionnel, Ouchou Tini, c'est un couscous à base de sauce de date. Puis ils ont Ibaoun dans la région aussi de Gardaya. Donc je rappelle donc en résumé qu'il y a toutes des processions, des cérémonies dans toute l'Algérie qui célèbrent également. Vous n'êtes jamais coupé les cheveux, fi Ashura? Si. Parler à un chant. On a tous fait, fi Ashura, on se coupe les cheveux pour que nos cheveux poussent plus vite, en meilleure santé. C'est ce qu'on disait. Peut-être qu'à l'époque, voilà, on suivait ce que disaient nos parents. Oui, parce qu'il y a une attraction carrément, notamment le soir avec la lune. Il y a toute une alchimie qui se manifeste. Il ne faut pas faire de couture, il ne faut pas coudre. Voilà, c'est ce qu'on disait. Mais bon, ce sont des habitudes. Bon, il ne faut pas y croire. C'est la culture en fait. C'est ça, on retrouve là. C'est tout un. Après, on doit essayer de filtrer, de chercher le sens des choses-là, parce qu'il doit y avoir un sens, en fait. Ça reste beau et magique, en tout cas. Ça doit avoir un sens. Donc, c'est clair. Oui. C'est clair. Rappelons ici, par rapport à l'histoire d'Algérie, que nous avions eu une dynastie fatimide, qui est une dynastie qui a régné dans le Maghreb en 909 de l'Hégire jusqu'à 1147 de l'Hégire, et c'est une dynastie chiite qui a apporté aussi tout ce rapport avec cette tradition de Ashura, et rappelons que cette dynastie chiite était très très forte. Et c'est elle, en fait, avec le Jaysh el-Koutami de la région donc, de Koutama, qui ont pratiquement construit Al-Qahira. Le Caire, c'est les Algériens qui ont construit Al-Qahira pour rappeler un peu cette dynastie des Fatimides qui a été par la suite remplacée par les Érides qui ont régné sur Alger après la période des Fatimides. Des Fatimides, voilà. Tout à fait. En tout cas, c'est très intéressant. On continuera à en parler avec Samira tout à l'heure, avec la Sbiba dans le sud. Ça aussi, c'est une autre tradition assez célébrée. C'est un hymne à la paix aussi. Tout à fait. C'est un appel aussi, aux touristes. C'est bien sûr, ça véhicule énormément et ça draine énormément donc, de touristes. D'ailleurs, c'est une période qui est très
très célébré partout dans le sud. Merci beaucoup Yazid, toujours un plaisir de te recevoir et de pouvoir parler donc de l'actualité. On va tout à l'heure continuer à en parler. Eh bien, je te laisse repartir et puis je laisse le téléspectateur repartir avec ce reportage, la célébration aussi et les festivités du 5 juillet. C'était aussi très riche dans tout le pays, sur tout le territoire et même à l'étranger. Cette fois-ci, on vous emmène du côté de Créteil et voir comment est-ce que les Algériens ont célébré le 5 juillet. Regardez. أكدت الدولة الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على التزامها الراسخ للوقوف إلى جانب جاليتها بالخارج. C'est par ces mots forts, à la fois engagés et engageants, que le consul d'Algérie à Créteil a donné le ton des célébrations de la fête de l'indépendance, une commémoration emplie de cette chaleur humaine qui signe l'empreinte algérienne. Jeunes et moins jeunes, immigrés de la première heure ou fraîchement arrivés, une présence colorée qui incarne cette Algérie vivante et plurielle, où le mot indépendance ne relève pas d'un souvenir, mais d'un lien intime toujours vibrant. L'indépendance de l'Algérie, pour moi, c'est une fierté. C'est la libération de tout un pays. Des sacrifices. Au sacrifice de nos martyrs. Je pense à l'Algérie avant tout. Liberté. Retrouver sa dignité d'Algérien. Moi, je pense à tous nos martyrs et puis à quel point on devrait être fiers de notre pays actuel. Mais c'est sans doute la grande Bahia Rajdi, figure emblématique de la maman algérienne au cinéma, qui en livre la définition la plus sensible. داخل الوطن وخارج الوطن وبالتالي لما نقول استقلال نقول الشهداء 1.5 مليون شهيد نقول ثورة عريقة ثورة قدوة للعالم بأسره. Aux côtés de la comédienne, d'autres artistes phares de la scène culturelle algérienne se sont joints à la fête. Tous ont célébré ce moment à la manière algérienne, populaire, spontanée et généreuse. Puisqu'on est loin, puisqu'on se sent concerné, et on ne va pas rater une seconde de ce moment-là. Je suis très ému, très fier d'être ici, et c'est un devoir aussi, je le dis du fond du cœur, surtout en ce moment-là. Vous savez très bien qu'on est un petit peu regardé d'à droite à gauche. Je me dis qu'il faut redoubler d'efforts et de fêtes. Un hommage festif mais ouvert, fidèle à l'esprit de dialogue et de fraternité. Les amis de l'Algérie, eux aussi, ont répondu présent, portés par les valeurs d'amitié entre les peuples. Ce qui importe le plus, c'est les valeurs. Et quand on est anticolonialiste, et quand on est antifasciste et anti-esclavagiste, on est forcément du côté des peuples. Et ce soir, c'est ce que je voulais redire. Et je suis d'autant plus fier que mes parents étaient concernés, mes oncles étaient concernés. Et je suis toujours très heureux d'aller parler d'égal à égal avec les Algériens, avec l'Algérie. À Créteil, c'est donc un esprit de famille qui a régné, une famille qui célèbre à la fois la mémoire de l'indépendance, la richesse culturelle d'un pays et l'attachement profond d'une diaspora à ses racines vivantes. Voilà, la diaspora qui a ses racines bien vivantes, comme nous le disait Afaf Belhouchet à travers ce reportage. Eh bien, on va continuer à nous intéresser à notre communauté établie à l'étranger avec bien sûr la rubrique Djelia.dz de Fella Bennour. Bonjour Fella. Bonjour Amel. Comment ça va? Comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors vous avez un invité. Bonne fête de l'indépendance d'abord. Oui, puis, bonne fête de l'indépendance. Bonne fête de Ashura aussi. Tout à fait, tout à fait. Vous avez un invité de marque également aujourd'hui? Tout à fait. Je tiens à m'excuser d'abord pour la voix. C'est le climatiseur qui provoque parfois des allergies. Donc voilà, j'ai aujourd'hui avec moi dans Djelia.dz, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans Djelia.dz le docteur Salim Bouguelmoua. On va parler innovation, MIT, on va parler de la santé personnalisée, numérisée, mais pas que, docteur Bouguelmoua. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et toute votre famille. On peut parler de famille, Canal Algérie. Merci. Mais je vous informe que toute personne qui rentre dans le Canal Algérie ou dans les studios de Canal Algérie fait partie de la famille aussi. Bon, je suis adopté. Carrément, carrément. Donc, docteur Salim Bouguelmoua, je vous disais tout à l'heure, hors caméra, j'ai eu du mal à lire tout le parcours professionnel. C'est très riche. C'est aussi très centré sur l'innovation et l'intelligence artificielle.
J'aimerais d'abord, avant d'en parler, parler de vous. Vous êtes né en Algérie, oui. Fait des études en Algérie aussi. Vous avez terminé en 96, je crois. Oui, j'ai fait mes études de médecine, toute ma scolarité et mes études de médecine en Algérie, et puis une spécialisation en microbiologie médicale. Oui. Vous êtes né à Alger? Je suis né à Alger, tout à fait. De parents, une maman, une mère qui est enseignante de français. Tout à fait, au primaire. Un père qui a travaillé aussi dans l'aviation, dans une compagnie d'aviation. Oui, Air Algérie. La compagnie nationale Air Algérie. Et vous êtes de la région aussi, d'une région qui est très, très symbolique au lendemain de la fête de l'indépendance. On va voir peut-être une vidéo pour voir vos parents sur... Là, on va... Oui, là c'est ma maman, et puis moi, il y a fort longtemps. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images? Eh bien, en fait, j'ai gardé ces images parce que il y a 2 ans, je les ai numérisées. Elles étaient, donc c'était les fameux films Super 8 des années 70, 60, et commençaient un peu à se... Là, on voit votre papa. On va peut-être regarder Oui, bien sûr. Revoir l'image. On va revenir. Donc, je disais que c'était en quelle année? Alors là, donc ça devait être les années 69, 70. Voilà, on revoit la vidéo. 69, 70. Impressionnant quand même. Oui, ça fait, voilà, on va pas dire. Oui, là c'est le papa. Mon papa, bien plus jeune. Qu'on salue ce matin. Oui, je salue mes parents, j'espère. À l'occasion. On va voir aussi une autre vidéo aussi qui illustre aussi la région de vos parents, de vos racines, mais pas que. On va voir, elle est très symbolique à la veille, au lendemain plutôt de la fête de l'indépendance. Donc c'était aussi avec votre maman. Oui. Ma maman et ma petite sœur, là. C'était ma petite sœur qui était âgée à ce moment-là je pense, de 3 ans. On va regarder dans un moment. En tout cas, qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois que vous revenez ici à Alger? Vous revenez souvent en ce moment parce qu'il y a des conférences, il y a des choses à faire. Oui, actuellement, j'étais un peu moins présent les années précédentes. Il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de travail. Mais là, on voit la vidéo. Voilà, pardon. Là, on voit ma mère et ma petite sœur qui gravissent un peu la colline vers c'est la maison de mon arrière-grand-père. Donc c'est dans la région de Ouzelagun, donc c'est la région où il y a Ifri et tous les villages qui ont abrité, il y a juste 5 ou 6 villages qui ont abrité le fameux congrès de la Soumam en août 1956. Oui. Donc vous avez baigné dans cette aussi dans cette histoire. Oui, ça a toujours été important. Oui. Oui, la mémoire, la transmission de cette mémoire, oui. Oui, et j'imagine que votre grand-père a participé aussi dans cette lutte pour l'indépendance. Oui, mon grand-père, il y avait des collègues de fond, et puis c'était beaucoup dans le mouvement politique, dans les différents mouvements qu'il y avait, le FLN, le PPA avant, le MTLD, tous ces mouvements. Oui. Beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui on est aussi très imprégné de cette histoire, et puis elle forge une personnalité. Oui. Une mémoire, c'est important. C'est important, ça nous inculque, il y a des valeurs, il y a des choses intangibles, il y a sur lesquelles on s'appuie pour avancer dans la vie, que ce soit la vie professionnelle ou familiale. On nous inculque des valeurs d'intégrité, de relever les défis, de persévérer, de résilience. Et ça, le peuple algérien l'a démontré tout au long de son histoire jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc vous partez en France, vous terminez vos études et vous voulez encore approfondir vos connaissances, et vous partez à Poitiers d'abord, puis aux États-Unis. Après au Canada, où j'ai fait un doctorat en immunologie, microbiologie à l'Université de Montréal. Et puis de là aussi un postdoctorat à Singapour dans le centre de recherche qui avait été édifié, pas édifié mais on voit quelques photos. Voilà. Là c'était
une formation à Boston que j'avais suivie en ligne, et puis on nous avait réunis pour la remise de diplômes et certains cours. En MIT, non? Alors là, c'était Harvard, c'était le cours sur comme je voulais rejoindre un peu l'industrie pharmaceutique, donc j'avais suivi un programme sur tout ce qui est recherche clinique, comment suivre, comment développer, comment un essai clinique. En parlant d'essais cliniques, vous avez été aussi le directeur de recherche dans un grand laboratoire qui a fait des essais sur le vaccin pendant la période Covid. Oui, alors c'était de la recherche clinique, de la recherche et développement, et oui, on avait suivi de la phase 1 à la phase 3 de l'essai clinique pour le vaccin contre le Covid, tout à fait. Contre le Covid, et ça a donné des résultats? Oui, donc le vaccin, ça a été un des premiers qui a été adopté aux États-Unis. Ça a été le premier qui a été adopté aux États-Unis, en Europe, pour le Covid, tout à fait. Actuellement, vous avez créé une compagnie. Oui. Une compagnie, on parle de médecine personnalisée, santé personnalisée, numérisée. Oui. Il s'agit de quoi exactement, docteur Bougalmoua? Alors, j'avais en fait suivi il y a quelques années une formation, un programme de l'Université Columbia sur l'intelligence artificielle. Donc c'était un des rares programmes en ligne à cette période, parce que ce n'était pas encore à la mode. C'était tout à fait les débuts. C'était les débuts de l'ouverture au grand public. L'intelligence artificielle est développée depuis la fin des années 50, donc même en Algérie, nous avions des étudiants dans les années 70, 80, 90 qui travaillaient dans les différents instituts d'informatique et autres. Mais ça a pris une ampleur dans la société après large language model qui ont été développés en 2022-2023. Donc c'est parti dans le domaine public. Et l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle, les smartphones, tous les objets connectés que nous avons aujourd'hui, les montres, et puis d'autres objets qui mesurent la tension artérielle, le rythme cardiaque, la glycémie, et d'avoir des agents d'intelligence artificielle, mais pas uniquement qui suivent, qui monitorent, on peut faire du dépistage avec. Donc c'est un peu démocratiser l'accès à la santé, en tout cas pour les maladies cardiovasculaires et chroniques, et un suivi personnalisé conjointement avec le médecin et un réseau de communautaires qui arrivent à soutenir les patients et les sujets. C'est pour une meilleure prise en charge et aussi le suivi. Oui. Oui. Tout à fait. Et ça, c'est pour aussi la famille du patient ou uniquement les médecins, pour les professionnels? Pour les deux, la famille, le patient, le professionnel de la santé. Par exemple, aujourd'hui, une personne sur 5 dans le monde à peu près est hypertendue. Mais uniquement une personne sur 3 le sait. Donc il y a énormément de personnes qui sont... C'est une maladie silencieuse. Tout à fait. Il n'y a pas de symptômes apparents qu'une fois que la maladie est avancée, mais... Tout le danger de l'hypertension. De l'hypertension qui va, dont les conséquences peuvent être dramatiques jusqu'à la mort par infarctus et autres. Mais le diabète aussi. Les personnes qui sont prédiabétiques ne le savent pas parce qu'on ne fait pas des contrôles assez réguliers. Donc utiliser peut-être les smartphones et certains algorithmes et certains outils pour justement aider à ce dépistage. Donc il y a deux aspects. Il y a la prévention primaire, donc éviter avec l'alimentation, l'exercice, et puis la prévention secondaire. Si une personne a fait un infarctus malheureusement ou un problème cardiaque, il y a aussi, on peut encore retarder des complications plus graves par la suite en adoptant certains comportements comme l'alimentation, la prise de médicaments. Énormément de personnes sont, à force de prendre des médicaments de façon chronique, arrêtent leur traitement pour différentes raisons. Et ça, c'est aussi un danger. Donc il y a aussi une façon de suivre ces patients pour leur rappeler de prendre leurs médicaments. Et tout ça peut être fait aujourd'hui avec des agents d'intelligence artificielle. On se dit, on se porte bien, oui. On arrête. Oui, et puis on ne peut pas avoir un médecin ou un infirmier ou un psychologue H24
avec la personne, alors que la personne peut avoir son smartphone sur elle. Souvent, elle l'a souvent à côté d'elle tout le temps, et ça peut, à travers ces agents IA, on peut envoyer des alertes, on peut envoyer des rappels, donc c'est comme avoir une sorte d'ange gardien à ses côtés pendant sa vie. C'est ce que vous êtes en train de développer en Algérie actuellement? Oui, alors la société a été constituée aux États-Unis, on veut la constituer aussi à New York, en Algérie, donc ça devrait se faire incessamment, et avoir des équipes dans plusieurs pays multidisciplinaires qui vont travailler sur ces problématiques. Vous êtes à quelle étape? C'est-à-dire dans cette... Au tout début, on est au tout début du développement d'un premier, ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un produit minimaliste qu'on peut présenter à des investisseurs ou des entités ou des gouvernements qui sont intéressés par financer, adopter ou encourager cette... Est-ce que l'écosystème économique actuellement le permet d'une manière très simple? Oui, vous voulez parler de l'Algérie, par exemple? De l'Algérie, bien sûr, il y a énormément d'efforts. C'est un investissement que vous lancez ici en Algérie? Aussi, également, pas uniquement. Pas uniquement. Mais ici également aussi. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup d'incitatifs financiers, mais aussi il y a un écosystème qui se met en place, il y a beaucoup de start-up, il y a un ministère pour les start-up, il y a des fonds qui sont débloqués pour ça. Il y a aussi de formation, il y a des étudiants, il y a des talents qui sont développés en Algérie, qui sortent des universités, beaucoup de jeunesse Beaucoup de jeunesse, il y a énormément de jeunes qui sont très compétents, très talentueux et surtout très ambitieux. Oui. Donc ça, c'est un atout majeur pour l'Algérie. Même des pays très avancés ont du mal à trouver les ressources humaines pour développer de tels projets quelquefois. Et aussi, on a un réseau de fibre optique, parce que c'est de l'intelligence artificielle aussi. On a un réseau de fibre optique de plus en plus étendu. On a une très bonne connexion. Il y a la 5G, je crois, qui vient d'être lancée. Exactement. Donc, il y a des efforts structurels qui sont extrêmement importants qui sont faits. Et puis donc... On voit de plus en plus de compétences algériennes établies à l'étranger qui s'impliquent dans différents projets, notamment la médecine et la recherche. Cela donne aussi une perspective assez encourageante pour le pays. Oui, et il y a aujourd'hui, quand j'ai commencé mes études de médecine, il n'y avait pas autant de personnes qui avaient été formées. C'est pas très très longtemps qu'on était indépendants, donc il y avait un retard important dû à la colonisation qu'il fallait combler. Donc on s'était au début concentré sur tout ce qui est soins primaires, mais de plus en plus, on a de plus en plus de développement de spécialités très pointues, de services, de départements dans les CHU qui font des choses de plus en plus extrêmement pointues. Et donc il y a un énorme potentiel pour développer, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Oui. Parallèlement, pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous intervenez aussi dans des laboratoires algériens, vous intervenez dans des conférences, vous intervenez aussi à l'hôpital Mustapha. Vous avez intervenu aussi plusieurs fois. Ça aussi, c'est une sorte de participation pour vous pour le développement dans ce secteur. Oui, ça fait partie, c'est fondamental. J'essaye modestement de sensibiliser sur l'importance, parce que quelquefois ces mots il y a une sorte de crainte où on parle d'intelligence artificielle. Dans les médias, on complique quelquefois les choses, on dit ça peut être dangereux, ça peut être... mais ça peut être extrêmement utile, et l'Algérie est très bien positionnée pour utiliser cet outil. Et donc ça serait dommage que les praticiens hospitaliers, les professionnels de la santé ne prennent pas à bras le corps cet outil. C'est vraiment un outil qui
peut rendre d'énormes services. Et comme un outil, il a ses indications d'utilisation et quelquefois il est totalement inutile. Mais donc j'essaie de sensibiliser sur l'importance et l'utilisation et surtout en fait, le message est très positif, c'est qu'on peut le faire et on peut le faire aujourd'hui. Très bien. Un rendez-vous prochainement? Bien, je continue à discuter avec différents départements et institutions de la santé en Algérie pour voir comment moi, la compagnie, notre équipe peut être utile, qu'est-ce qu'on peut faire et de façon conjointe, je veux dire, c'est-à-dire identifier les problématiques et apporter ensemble, discuter sur des solutions. Donc l'IA en fait c'est extrêmement collaboratif. Ça nous pousse à différentes compétences à se mettre autour d'une table et à discuter. Il y a les médecins, le corps médical, les régulateurs, les ministères, les comités d'éthique, tout un environnement qui sont nécessaires pour le développement et le déploiement de ces algorithmes. Et l'ouverture y est actuellement, oui, la conjoncture le permet et j'espère qu'il va y avoir encore plus de réussite. Docteur Salim Bouguelmour, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin, chercheur dans un domaine très particulier et dans la numérisation et de la santé et la santé personnalisée. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous ce matin. J'espère. C'est un grand plaisir et un honneur. C'est pas la dernière fois qu'on aura l'occasion de se revoir. Avec grand plaisir. Après peut-être la création de votre compagnie. Oui, je serais très heureux de vous en dire un peu plus au cours de son développement. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Fella, merci aussi à Dr Bouguelmour, une fierté en tout cas de l'avoir reçu dans notre émission Bonjour d'Algérie dans la rubrique de Fella Bnour, Djelia.dz. On comprend bien que les sciences sont vivantes également avec toutes ces informations qu'il a pu nous apporter aujourd'hui et toute cette nouvelle technologie au service de la science. Oui, Amel, je permets à l'occasion, excuse-moi, je permets à l'occasion de saluer un grand monsieur, Monsieur Sidi Saïd, qui était dans le même laboratoire d'ailleurs que le docteur Bouguelmour et qui a fait énormément de choses aussi dans le domaine de la santé. Exactement, on le salue, on salue tous les chercheurs qui font évoluer les sciences en général. En tout cas, merci beaucoup Fella. Et puis on se dit à très bientôt, on continuera à vous suivre, n'est-ce pas? Avec plaisir. Voilà, on continue bien sûr notre émission. Je vous invite à apprécier ces vues d'Alger et on se retrouve juste après.
De retour sur le plateau, bien sûr, on a le plaisir de retrouver nos rubriques habituelles du dimanche matin. Samira Hadjamar, bonjour. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, en forme, tout de tenue, couleurs vêtues, de l'Afrique, magnifique, j'adore. Namibie. Ben voilà. L'identité africaine remonte. Hakim, bonjour. Amel, bonjour. Quel plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Dans Bonjour d'Algérie, ça faisait longtemps. Très on a été accompagné par Riyad Belkhadim toute cette saison. Par Maïssa également. Tout à fait. Donc, et puis aujourd'hui, voilà, de retour. Le retour pour la Super Coupe, hein, on va dire. Pour la finale de Coupe d'Algérie. La finale de Coupe d'Algérie. Beaucoup de finales. Il y aura finale football, finale handball. Oui. Et puis on va faire un petit peu d'histoire sur la marine féminine. Pourquoi pas? On va en parler dans un moment. On va commencer par la rubrique de Samira Hadjamar. Écume et patrimoine, c'est tout de suite. On parlera donc de Ashura. De la Sbeiba. De la Sbeiba. Oui, voilà. C'est pour ça que le jingle n'est pas arrivé. La Sbeiba, mais pourtant, depuis tout à l'heure, je l'annonce avec Yazid. Samira va nous parler de Sbeiba. Mais qui a lieu Ashura, bien sûr. Voilà. Allez, on en parle? D'accord. Parfait. Tout de suite? Oui, tout de suite. Sans la musique, hein. Je suis perdue. C'est le point de départ. C'est ça. Donc, c'est aujourd'hui que, aujourd'hui et demain. Officiellement, la clôture de la célébration de la Sbeiba, c'est demain. Mais aujourd'hui, c'est important. C'est la Ashura, c'est la Sbeiba, c'est la célébration, la consécration de 10 jours de préparatifs, d'entraînement, de compétition entre diverses associations. On l'a vu, c'était beau. C'était magnifique. C'était beau. C'est magnifique, ça continue. La ville, Janet, en fait, toute la wilaya, aujourd'hui c'est une wilaya, a travaillé, a fait en sorte d'animer, d'accueillir, parce que des milliers de gens sont allés à Janet, pour célébrer la Sbeiba. La Sbeiba, c'est... Alors, je vais rappeler peut-être d'abord cette année la thématique. Il y a un slogan qui accompagne les festivités. C'est Sbeiba, une histoire à raconter, une œuvre poétique, bien sûr, éternelle, donc à déclamer éternelle. Qui est venu, qui a participé? On a eu les associations de Ain Salah, Timimoun, Ouergla, Taman Rasset bien sûr, qui n'est pas très loin de Janet. On a eu la participation aussi des associations du pays qui est juste à côté, à la frontière, la Libye. Donc tout ça a fait un excellent mélange parce qu'on sait que les gens Timimoun, c'est la Sahara, c'est beaucoup de traditions. C'est le Gnawa, c'est une autre... Mais c'est l'histoire. Oui, aussi, bien sûr. L'histoire passait aussi une route par laquelle passaient les caravanes, les tribus. Mais la Sbeiba, c'est d'abord une histoire de paix, une histoire qui clôture, qui achève des rivalités. Oui, qui ont duré très longtemps. Des mésententes aussi entre les tribus. Oui, ceux de Qasr el-Mizan et ceux de Zelouez. Zelouez, voilà. Le Mihan et Zelouez. Exactement. Et la Sbeiba, qui est à la base de la poésie, du parler, ça traduit cette histoire, ça traduit toute l'histoire de ces tribus, de la région bien sûr. Et alors c'est une région où toutes les tribus des pays autour venaient, traversaient, repartaient. C'est tout l'intérêt des Touaregs. Oui. Là, ce sont des Touaregs. Donc tout ça est accompagné de rituels, ça dure 10 jours, ça clôture l'Ashura. On a tous les rituels, donc que ce soit féminin ou masculin. Les femmes battent la mesure, c'est-à-dire qu'elles jouent du ganga tout au long des événements. On va entendre le ganga dès la première nuit de la célébration. D'abord, on annonce la Sbeiba avec les tambours. Tambour, c'est le ganga. C'est les femmes qui le jouent, c'est les femmes qui déclament la poésie. Et les hommes, pendant 10 jours, 10 nuits, vont interpréter des danses. Et chaque danse va raconter un événement historique de la région de Janet. C'est aussi la poésie qui a animé les journées d'études. Il y en a eu pendant la Sbeiba. Alors, ils ont travaillé sur la structure, sur la rythmique, mais surtout sur la numérisation, la transcription, la digitalisation des sons et des poèmes. Ça s'était fait donc à l'époque déjà avec des chercheurs et bien sûr donc tous ceux qui ont travaillé sur l'histoire humaine, bien sûr, et les transmissions qui se faisaient de génération en génération. C'est une transmission orale bien sûr, et c'est un patrimoine immatériel.
Tassili Denadjer, donc toute la région, est classée depuis 1982 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sbeiba est classée depuis 2014. Pour que ça perdure, ça continue. Pour que ça ils font tout, hein, les gens de Zelouez et de Mizen, donc les Dorsers font tout pour que cette tradition, pour que ce rite continue, se perpétue jusqu'à... C'était beau en tout cas, la semaine dernière déjà, vous nous en aviez parlé, c'était pour parler donc avant l'arrivée bien sûr de Ashura, c'était toute la semaine et on avait vu les costumes, les festivités. La préparation s'appelle Timoulawin. Oui. Bon, c'est ça. Voilà. Et on voit les images d'ailleurs, magnifiques. C'est quand la dame, parce que la légende dit que c'est une dame qui est apparue une nuit où il y a eu une espèce de tempête de vent, de sable, et elle a contribué à réconcilier la nature avec les hommes et les habitants de l'oasis de Janet. Voilà. Ensuite, il y a Tenfar, il y a aussi Tirsim, je vais réussir, en fait, c'est l'étape de l'habillement. Voilà. Il y a une espèce de compétitivité par rapport à qui s'habille mieux. Voilà. Et c'est beau, hein, en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Samira, on va un petit peu courir aujourd'hui pour rattraper un peu le temps. Mais en tout cas, on a vu les images, on en avait aussi parlé avec vous. C'est toujours passionnant de pouvoir continuer à en parler. On accueille comme il se doit Hassan Arabe qui revient chaque dimanche. Et aujourd'hui, c'est pas une thématique assez facile, mais surtout c'est d'actualité. Hier, vous étiez avec nous aussi, vous avez parlé du 5 juillet et aujourd'hui 62. Aujourd'hui, c'est du 5 juillet 61. Tout à fait. Voilà, donc on connaît mieux la journée, donc les manifestations du 11 décembre 1960, les manifestations du 17 octobre, la grève des 8 jours, mais pas la grève générale et les manifestations du 5 juillet 1961. Donc vers la fin du mois de juin 1961, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, lance un appel à une grève générale contre la partition. Donc c'est très très important. Donc le mot d'ordre était important parce que pour un petit peu contrecarrer le projet de Gaulle qui voulait partager, répartir le territoire algérien donc comme il le voulait. Donc c'est un projet de partition qu'il fallait contrecarrer. Donc tout de suite après, tous les responsables de l'ALN en Algérie et l'ALN et du Front de Libération Nationale vont faire des tracts, vont distribuer des tracts, notamment entre la fin du mois de juin et le début et le 1er juillet, parce que dans certaines régions, les manifestations et la grève ont commencé dès le 1er juillet 1961. Moi, j'ai retrouvé donc un tract en arabe de Ain Bida, donc c'est la wilaya 1, où les responsables de l'ALN appellent clairement donc, les Algériens à observer une journée de grève ou bien à agir avec autrement, c'est-à-dire quitte, pour reprendre le terme exact du tract, c'est ils appellent les Algériens à faire des manifestations spectaculaires. Pour montrer leur mécontentement. Voilà. Et puis il y a un deuxième égal tract, c'est celui des responsables de la wilaya 4 historique, où on invite les gens de Loarsenis, de Chélif, de Blida, de Lafron, etc., avec toutes les localités citées, à faire de même, c'est-à-dire à contrecarrer ce projet de la partition. La partition programmée, envisagée à l'époque par Charles de Gaulle. Donc ces manifestations seront marquées par une répression violente, parce qu'il y a eu quand même 100 morts le 5 juillet 1900, et plus de 300 blessés. Et pour faire vite, donc, on doit dire que les Algériens étaient au rendez-vous, il y a eu des grèves, et la presse de l'époque colonialiste parlait, donc on disait que la grève n'a pas été suivie, le mot d'ordre de grève n'a pas été suivi, notamment dans les grandes villes, à Alger et à Oran, mais dans toutes les villes, les autres villes, y compris donc à Ouergla par exemple, où les Algériens ont tenu à répondre à cet appel du GPRA qui réclamait également des négociations loyales. Donc des manifestations pour des négociations loyales et contre la partition.
Voilà, et bien bravo à Hassan parce qu'à chaque fois qu'il vient, chaque dimanche, il nous ramène des documents officiels et des inédits surtout. Hein. Alors, il travaille énormément, il fait énormément de recherches et puis grâce à vous, aujourd'hui, on a des informations fiables et fidèles. En tout cas, merci beaucoup Hassan, c'est toujours un plaisir. Le 5 juillet, c'était hier, on en a beaucoup parlé dans notre émission du Bonjour d'Algérie, tout au long du programme donc de la télévision algérienne. Il y a eu des festivités, il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup donc de joie aussi parce que c'est la fête de la jeunesse et il y a eu le football qui était donc la journée aussi qui a été une journée phare aussi pour beaucoup de supporters de l'USMA et du CRB. Oui, et c'était aussi l'occasion de clôturer la saison footballistique de cette année 2024-2025 avec cette 58e édition de la Coupe d'Algérie. Un peu dans la déception, un peu dans la douleur, puisque comme on le sait, il s'était passé des événements quelques temps auparavant au stade du 5 juillet, avec le sacre du Mouloudia d'Alger, ces incidents qu'il y a eu, la perte de plusieurs supporters, plusieurs blessés. Donc c'était quand même une finale qui était un petit peu, je dirais, triste. Non, pas triste, on s'est un petit peu retenu pour les autres équipes, pour les familles des gens qui ont perdu. Il y a eu un hommage, il y a eu une minute de silence avec la présence du président de la République donc, qui était présent pour assister donc, à cette finale comme à chaque fois, puisque c'est lui qui remet le trophée à la fin de la rencontre. Et hier, donc, c'était la 58e édition, 18e participation pour l'USMA d'Alger, 14e participation pour le Chabab Liadid Belouizdad. L'occasion hier pour le CRB soit de prendre les devants dans les trophées de cette Coupe d'Algérie, soit un retour de l'USMA d'Alger. Et en fin de compte, c'est l'USMA d'Alger qui a rejoint le Chabab Liadid de Belouizdad en décrochant son 9e titre de Coupe d'Algérie. Une rencontre qui s'est jouée, on va dire, dans un seul sens, hein, puisqu'on a vu l'USMA d'Alger qui était plus présente. On va voir quelques images. Dominé un petit peu déjà aux premières minutes déjà. On ne s'attendait pas. Voilà, d'après les puristes, l'USMA d'Alger a dominé de bout en bout puisque la rencontre s'était jouée lors du premier quart d'heure, 13 minutes à peine après le coup d'envoi. L'USMA d'Alger menait déjà sur le score de 2-0 face au Chabab Liadid Belouizdad. 2 buts inscrits à la 9e minute de jeu et à la 13e minute de jeu. Par la suite, l'USMA a géré. Le Chabab Liadid Belouizdad a tenté, là on voit l'arrivée donc de Monsieur le Président de la République pour saluer les joueurs, la traditionnelle cérémonie de salutation du Président de la République qui descend sur le terrain pour saluer les joueurs, les 22 acteurs, les entraîneurs, mais également les présidents des deux clubs, à savoir Monsieur Aldir, mais également Monsieur Madar, qui sont présidents et du Chabab Liadid Belouizdad et de l'USMA d'Alger. Donc le protocole cérémonial donc, de cette finale de Coupe d'Algérie. Et puis, par la suite, il faut rappeler également très beau spectacle qu'on a pu voir dans les tribunes avec les deux galeries, 10 000 supporters de chaque côté, 10 000 pour l'USMA, 10 000 pour le Chabab Liadid Belouizdad. Alors les fagnons, les banderoles immenses. Voilà. Comme à chaque fois. Oui, on les appelle comment les supporters? C'est les tifos. Les tifos, alors on a les ultras, les fanatiques. Voilà. Après, ça dépend des clubs. Hein, je l'ai appris hier. Les ultras, c'est un peu particulier. Les ultras et les fanatiques, ce sont deux groupes de supporters. Voilà. Et chaque groupe, il se met dans un petit coin et il scande, il a ses propres slogans, il a ses propres tifos, il a sa propre manière de soutenir son équipe. Même s'ils ne regardent pas le match, ils sont à fond dedans. Ils sont là pour faire la fête. Voilà. En gros, ils sont là pour faire la fête, ils sont là pour mettre de l'ambiance. Toujours dans le fair play, ils sont là pour mettre de l'ambiance. Et donc une rencontre, je disais, qui a démarré tambour battant pour l'USMA d'Alger, qui, dès l'entrée, dès l'entame de la rencontre, ont acculé cette équipe du Chabab Liadid Belouizdad pour, en fin de compte, arriver à scorer dès la 9e minute de jeu grâce à Benayet qui avait ouvert la marque pour l'USMA d'Alger. Et puis, quelques minutes plus tard, ça sera au tour de Khaldi donc d'inscrire le second but pour l'USMA d'Alger. Donc, on s'était dit qu'il allait peut-être y avoir une réaction du Chabab Liadid Belouizdad. Il y a eu des changements opérés par le coach, les deux coachs. Mais en fin de compte, la rencontre en restera là sur ce score de 2-0. L'USMA, en seconde mi-temps, avait inscrit un 3e but, mais l'arbitre était revenu à la VAR parce qu'il y avait une faute de main, il faut le rappeler. Moi, je l'aurais accepté. Ouais, mais il y avait parce faute, que je n'y connais rien. Il y avait faute de main, donc tout le monde disait « Ah non, c'était dans le jeu », mais l'arbitrage, aujourd'hui, est resté strict. Il y a la VAR.
Donc il y a l'assistante vidéo, l'assistance vidéo qui est là pour rappeler un petit peu à l'ordre l'arbitre en lui disant oui, il y avait quand même faute ou il n'y a pas faute. Donc là, il y avait faute. Donc l'USMA d'Alger qui s'impose sur le score de 2-0 et décroche son 9e titre et son 9e trophée et rejoint ainsi le Chabab Riadi de Belouizdad. Ce sont les deux clubs qui ont le plus de titres, 9 titres chacun. Donc par la suite, il y a d'autres clubs comme le Mouloudia d'Alger, l'Entente de Sétif, qui viennent derrière avec 5, 6 titres, 8 titres. C'était une belle finale en tout cas. Très très belle finale. Les équipes étaient sereines, zen. Sereines, c'est vrai qu'on a attendu un peu trop longtemps cette finale. On l'a attendu un peu trop longtemps. On est resté quand même un peu plus de 3 semaines sans jouer de match d'application puisque la plupart des équipes sont en vacances. Là, c'était pour le 3e but, mais en fin de compte, les applaudissements du président. Et là, on voit donc la faute de main sifflée par donc la vidéo assistance et l'arbitre va refuser donc ce 3e but pour l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger qui se félicite de cette victoire, surtout que il voulait tout au long de cette saison de décrocher d'autres titres, de faire une bonne figuration au niveau de la Coupe de la CAF. Rien ne s'était fait durant toute la saison. Sacre donc qui permet à l'USMA de finir en beauté à la saison. L'USMA d'Alger et le Chabab Riadi de Belouizdad vont bien sûr animer la prochaine Coupe de la Confédération africaine donc qui se déroulera la saison prochaine, alors que la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, eux, représenteront l'Algérie à la Ligue des champions africaine. Pour finir, je disais donc satisfaction des joueurs qui s'excusent encore une fois auprès de leurs supporters. C'est vrai qu'ils voulaient offrir plus aux supporters. On va écouter dans quelques moments, dans un petit moment, les réactions de cette fin de rencontre. Un entraîneur, Lassette, qui était venu, on va dire, en pompier en cette fin de saison. Il a réussi, lui, à remotiver les troupes, à remotiver l'équipe pour enfin décrocher ce 9e titre qui va redonner du baume au cœur aux supporters et aux joueurs. Ils étaient tous heureux. Il en a pleuré même. Voilà, ils étaient tous heureux. C'est vrai qu'une fin de saison où on espérait pratiquement plus rien. C'est vrai que sur le papier, tout le monde donnait le Chabab Riadi peut-être victorieux pour cette finale. C'était sans compter sur l'abnégation des joueurs de l'USMA d'Alger qui ont sorti le grand jeu et qui ont finalement donc décroché ce trophée et porté ce trophée. On va écouter les réactions de fin de match qui sont au micro de notre collègue du service des sports. Et on revient tout à l'heure pour finaliser cette Coupe d'Algérie. كما شفت العام اللي جوزناه ما كانش بيان مي الحمد لله لي ميور بور لا فان الحمد لله اللي فرحنا هذا الشعب كامل وجبنا الكاس وان شاء الله نقول لهم سمحونا على العام هذا اللي جوزناه وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله. الحمد لله التويج هذا بعد موسم شاق الناس بزاف كانت شاكه فينا هذا لاكوب درنا اوبجيكتيف في ديبي دلاني. الحمد لله مشينا مع حبه بحبه. اني قلت لك بعد موسم شاق ما كناش بها في شامبيونا ولا كاف مي خدينا العهد في لا فين سيزون باللي باش نمدوا افون باش نربحوا تيتر باش ما نخرجوش كما يقولوا خاليين ويضاب. الحمد لله وفقنا الله عز وجل وكان معنا الحظ. مدينا افون مشكورين اللاعبين مشكورين الانصار صبروا معنا توت لا سيزون. وين الحمد لله وين العام هذا كان صعيب. الحمد لله وين فرحنا الشعب تاعنا ولي جوار يعطيهم الصحه كما يقولوا فينيتها بكوب دالجيري. الحمد لله ختمناها بتتويج المستحق هذا اللي نهديه للمحبين تاع اتحاد العاصمه وان شاء الله هذه تكون بدايه تاع نحو التتويجات والمجد ان شاء الله تاع فريق اتحاد العاصمه. يعني الحمد ربي لحقنا ربي التتويج. اني نهدي العائله تاعي صغيره خاصه الاب تاعي والعائله تاعي الزوجه والاولاد ومن اللي تربيت عنده العيد حسن هادو نشكرهم. جات بصعوبه ولكن هذا بفضل الله بالعمل اللي قمنا به وكنا لازم اليوم نديروا هاد لو تيت منها تيت لينا وكذلك ننقدوا الموسم اللي كان شويه كما يقولون من صعب والحمد لله يا ربي نظن بلي ان درنا الواجب. Voilà, et la photo finale, ils étaient fiers d'avoir la coupe. Très contents. Donc, prendre un trophée, jouer toute une saison pour pouvoir décrocher une médaille, une qualification à une compétition continentale, c'est toujours gratifiant pour l'équipe, le club, les supporters, mais c'est surtout pour l'Algérie, avoir 4 clubs la saison prochaine, donc dans 2 compétitions continentales, c'est pas mal et c'est pas n'importe quel club. Mouloudia d'Alger, GS Kabylie en Ligue des Champions, Chabab Riadi de Belouizdad, USMA d'Alger en Coupe de la CAF, c'est, on va dire, la crème du championnat.
même si c'est dommage, il y a d'autres clubs qui auraient souhaité peut-être participer. De toute façon, les derbys, c'est connu à chaque fois. Les derbys, c'est connu. On va avoir encore un autre derby, puisqu'on aura la Super Coupe d'Algérie qui opposera le détenteur du trophée de la Coupe d'Algérie, à savoir l'USMA d'Alger. Non, c'est pas fini. Ça sera en début de saison prochaine. Et ce sera face au détenteur du championnat d'Algérie, qui est le Mouloudia d'Alger. Oui. Donc encore un très très beau derby qui aura lieu en début de saison prochaine, avec l'entame de la saison prochaine. Très bien. Là maintenant, on va faire plaisir à Samira, parce que depuis on nous dit le football, c'est que du football pour les hommes. Là, il y en aura pour les femmes aussi. Non, on va changer. Alors, on va d'abord parler de handball avec les deux finales de handball. Le HBC Albiar chez les hommes, chez les dames, et même chez les petites catégories. On survolait peut-être la saison handballistique cette saison, avec les deux finales qui se sont déroulées jeudi à la salle Harsha Hassan. Les filles du HBC Albiar étaient opposées aux filles de Boumerdes. Quant aux garçons du HBC Albiar, ils étaient donc face à l'équipe de la GSE Skikda. Résumé de ces deux finales de Coupe d'Algérie handball, messieurs et dames. Le commentaire est signé Sid Ahmed Bouraïb. Le HBC Albiar termine la saison 2024-2025 de la meilleure des manières en s'adjugeant les deux coupes masculines et féminines. Opposés au CF Boumerdes, leur grand rival, les handballeuses du HBCEB étaient surmotivées. Le début du match est équilibré et l'écart n'est que d'un point jusqu'à la 20e minute. Elles réussissent par la suite à prendre un avantage conséquent et rentrent au vestiaire en menant par 11-7. Toujours aussi solides et efficaces, les filles d'Albiar arrivent à se maintenir en tête jusqu'à la fin et s'imposent par 19-17. À la faveur de ce succès, les joueuses de Karim Achour décrochent un triplé historique cette saison. Après avoir déjà conquis la Supercoupe et le championnat, elles soulèvent la 8e Coupe d'Algérie de leur histoire. Dans la foulée, les garçons, ne voulant surtout pas gâcher la joie, ont réalisé l'essentiel. Dans une finale très disputée, les camarades de Berkou sont puisés dans leurs ressources. Même s'ils terminent la première période avec un léger retard, ils renversent la situation et s'adjugent le premier trophée de leur histoire après 3 finales perdues sur le score de 25-22. La section féminine réalise une saison quasi parfaite et confirme sa suprématie. Pour les garçons, c'est un premier trophée qui en appellera sûrement d'autres. Voilà, c'est beau hein, quand ils arrivent à ce niveau-là. C'est le travail qui paye aussi. Bah oui, c'est le travail qui paye et c'est encore heureux donc, pour tous ces sportifs. Voilà, les filles qui avaient décroché donc, le triplé, donc Super Coupe, championnat, plus Coupe d'Algérie. Et les garçons, premier trophée. Donc ce sont les deux formations qui vont être également la saison prochaine dans les différentes compétitions continentales et arabes. Donc qui représenteront peut-être l'Algérie. Très bien. Encore une fois, Samira va être heureuse, puisqu'elle parlait depuis tout à l'heure aussi du paddle. Eh bien aujourd'hui... Paddle et canoë. Et kayak. Ça a été un événement organisé pour le 5 juillet aussi, à l'occasion du 5 juillet. Donc c'est aussi un bel événement. C'est une première édition de cette traversée. Donc Bnat Mahrousa, événement 100% féminin déjà. Donc honneur aux dames, un événement sportif, culturel et symbolique dédié aux femmes, puisqu'on se rappelle que la femme a existé dans la marine algérienne depuis une décennie, toujours présente. Donc c'était un hommage un peu rendu à la femme et à la mer, ou la femme et la marine. Sarah Derbel, qui adore ce genre de sport, s'est déplacée donc au Bastion 23 pour suivre cette petite traversée de la côte algérienne sur 2,5 km. C'était tout simplement magnifique. C'était simple. Elle a bronzé. Ils se sont réveillés très très tôt. Ça a démarré à peu près à 8 h du matin. Ils ont fini à midi. Mais c'était déjà le fait de participer à cet événement qui n'est pas encore une compétition, mais on espère en faire une compétition. Mais c'est toujours un début. Tant mieux donc pour le sport féminin, le sport aquatique féminin, et tant mieux pour la femme algérienne qui a toujours représenté dignement l'Algérie dans les grands événements, qu'ils soient culturels, sportifs ou cinématographiques. On voit l'événement, cet événement, on va le suivre avec ce papier qui nous a été présenté par Sarah Derbel et on se retrouve après. 63 ans de gloire, de liberté et de fierté. Elles étaient nombreuses, rassemblées à la plage du Bastion 23, prêtes à pagayer d'un même élan pour célébrer l'Algérie libre. Une traversée symbolique, 100% féminine, la traversée de Bnat Mahrousa. C'est un
événement pour célébrer l'anniversaire, le 63e anniversaire de l'indépendance. Et ça a été célébré de la meilleure façon. Une arrivée spectaculaire avec les yo-yo, des femmes en haïk. C'était vraiment émouvant. L'essentiel, c'est que tout le monde est content. Les femmes sont contentes d'avoir participé, d'avoir fait le parcours. Et on remercie tous les organisateurs, les bénévoles qui se sont donnés à fond. احنا بنات المحروسه وكانوا هنا نسائنا هنايا بالحايك وبين الاخر بالتقاليد بالاخر اللي داروا عبور موفق ان شاء الله عليهم. Sur leur kayak et paddle, ces femmes passionnées ont parcouru les 2,5 km qui séparent le bastion 23 de la pêcherie d'Alger. Un trajet court mais chargé de sens, celui de la mémoire, de la fierté nationale et de la liberté conquise. Sur l'eau, des sourires, des yo-yo, des tenues algéroises flottant au vent. Une ambiance simple mais pleine d'émotions. Je suis très fière déjà d'assister à cet événement qui est avant tout un événement historique. Comme vous l'avez dit, on est là avant tout pour honorer la mémoire des martyrs. Et aussi de souligner aussi la mémoire des martyrs femmes, honneur à elles. Et je suis fière aussi d'avoir fini la course, c'était pas évident parce qu'à un certain moment il y avait beaucoup de courants, il y avait beaucoup de vagues aussi quand même. C'est la première fois que j'ai فيها mais vraiment just قرب هايلة même الناس اللي participaوا معنا الله يبارك عليهم. Donc j'ai commencé le paddle au complexe touristique Le Grand Bleu, là où le paddle est né. Donc je pratique cette discipline depuis déjà 9 ans. J'ai représenté l'Algérie au niveau international et on espère de voir d'autres événements dans d'autres wilayas, Inch'Allah. J'étais honorée aujourd'hui de participer avec les participants aujourd'hui et j'ai été classée la 3e avec mon équipe et je suis très contente d'être ici. Merci pour cette occasion et à bientôt, Inch'Allah, et viva l'Algérie! Un bel hommage aux martyrs, à notre histoire et à toutes les femmes qui, hier comme aujourd'hui, font rayonner l'Algérie avec force et dignité. Voilà, les sportives étaient là, au rendez-vous, c'était beau, une belle image, un beau palmarès et surtout un beau tableau à l'occasion du 5 juillet, n'est-ce pas, Hassan? Oui. C'était magnifique. Magnifique. Après, donc l'histoire, c'est vrai qu'on en parle le 5 juillet. L'occasion de ressortir le haïk, le marma, la femme dans la révolution également. Il y avait des femmes corsaires. Oui, exactement, c'est ce que je disais. Donc la femme a toujours été présente. C'est ça, c'est ça, tout à fait. Algérienne corsaire. Oui, et puis la femme est fière aussi de parler de son histoire et surtout de son vécu et de l'importance donc de la mémoire et de la transmission de la mémoire, n'est-ce pas? Samira était aussi heureuse de voir toutes ces jeunes femmes, jeunes filles. Je suis heureuse que les femmes accèdent à tous les sports, à tous les postes, à tous les créneaux, qu'elles soient au même pied d'égalité que l'homme. Parce qu'elle est capable, résistante et qu'elle donne vie. Et ce 5 juillet, ça a été l'occasion. Le 5 juillet, ça a été l'occasion de le prouver, de le montrer, et bien sûr côte à côte avec bien sûr l'homme pour célébrer cette fête du 5 juillet. On va les attendre pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, hein, les féminines qui vont représenter également dignement l'Algérie le mois de septembre. Aussi, le mois de septembre prochain, elles vont participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et elles espèrent, pourquoi pas, décrocher un premier trophée historique de Coupe d'Afrique des Nations. Elles en sont capables et on croise les doigts. Après les garçons, on croise les doigts pour que nos filles décrochent un premier trophée exceptionnel de Coupe d'Afrique des Nations en football. Hein. Donc, Inch'Allah. Je répète, elles font pas que du paddle et du canoë-kayak. On a aussi des filles en football. Oui, bien sûr. Alors, comment s'est passé le défilé hier des joueurs du l'USMA? J'y étais pas, mais bon, je sais que même s'il y a eu défilé pour les supporters de l'USMA, il était un petit peu retenu. Parce que bon, comme c'est des supporters qui sont du côté de Bab el Oued, il reste encore en mémoire ce qui s'est passé lors de la dernière journée de championnat. Donc on s'est un petit peu retenu en mémoire de ceux qu'on a perdus, des supporters qui sont morts. Et donc on n'a pas voulu trop faire la fête. C'est resté discret, même si on avait voulu
voulu, on avait programmé une très grande fête, mais on ne peut pas. On ne peut pas quand il y a quelques déceptions, surtout qu'il y a des familles qui supportent, dans la même famille on trouve des supporters du Mouloudia d'Alger et de l'USMA d'Alger, ou du CRB et du Mouloudia dans la même famille, donc on ne peut pas faire la fête devant quelqu'un qui est peut-être un petit peu triste et ça nous empêche de faire la fête comme on le souhaite. En tout cas, hier, nous avions un beau plateau avec donc Mourad Jafri et bien sûr Nasreddine Ghaliz qui ont montré un petit peu leur fair play avec Amina Ziri qui, elle, supporte l'USMA et son mari. C'est toujours comme ça, dans la même famille, des fois on trouve deux supporters différents, un qui supporte une équipe, l'autre qui supporte l'autre équipe. Des fois ça se chamaille, mais ça reste toujours fair play dans les mêmes familles. Ça reste toujours fair play. Et tant mieux, c'est l'exemple à prendre. C'est l'exemple à prendre, exactement. On est arrivé à la fin, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici, tous réunis pour terminer l'émission et pour en tout cas parler de choses et d'autres à travers bien sûr vos différentes rubriques. Merci à vous tous, merci Samira. Donc on se dit à demain. Voilà, Hakim, bon courage, à très bientôt. Et puis Hassan, à très bientôt également. Bon courage. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Bien sûr, continuez à nous suivre sur Canal Algérie. Et demain, c'est pris aussi. Donc on se retrouve à partir de 8 h du matin. Au revoir et bonne journée. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة تضحيتنا